La nuit était tombée sur la Défense, transformant Paris en une mosaïque scintillante de promesses et d'ambitions inaccessibles pour la plupart. Au sommet d'un gratte-ciel, dans un bureau dont les parois de verre semblaient suspendre son occupant au-dessus du monde, Olivier Dubois était seul. L'atmosphère de la pièce était à son image, somptueuse, froide et d'une propreté impersonnelle. Rien ne traînait, chaque objet avait sa place. Chaque ligne de mobilier était épurée à l'extrême. Le silence haine était rompu que par le bourdonnement quasi inaudible de la climatisation et le clic discret de son clavier, un son sec et régulier qui rythmait sa solitude. De là-haut, la ville N était qu'un décor, une abstraction magnifique et lointaine. Il la possédait en quelque sorte, mais n'en faisait plus partie. Cette puissance financière, bâtie à la sueur de son front, l'avait isolé dans une tour d'ivoire moderne, déconnecté de la vie réelle qui palpitait des centaines de mètres plus bas. Assis derrière un bureau en marbre noir, Olivier incarnait la réussite. La cinquantaine, le visage marqué par une fatigue chronique que même son costume de créateur hors de prix ne parvenait pas à dissimuler. Il dégageait une autorité glaciale. Ses yeux, habitués à scanner des bilans et à évaluer des stratégies, ne voyaient plus les gens, mais des actifs, des passifs, des ressources à optimiser ou à éliminer. Il était l'architecte de cet empire, un homme parti de rien, d'un passé modeste qu'il s'efforçait d'effacer sous des couches de luxe et de contrôle. Cette ascension fulgurante avait eu un coup. Elle l'avait vidé de son empathie, transformant la joie en une simple variable de performance. Pour lui, l'efficacité était une religion et les émotions, une hérésie, une faiblesse à éradiquer. Il était riche, respecté, puissant, et profondément seul dans l'univers qu'il s'était lui-même construit. Avant de partir pour un voyage d'affaires à Tokyo, une dernière formalité devait être réglée. Une pensée agaçante, un détail trivial qui perturbait l'ordonnancement parfait de son emploi du temps. Il devait renvoyer son employé de maison, Amina. La raison était futile, une petite erreur, un retard insignifiant, mais dans le monde d'Olivier, la perfection N n'était pas un objectif, C était la norme. Sans le temps ni l'envie de rentrer chez lui pour cette basse besogne, il saisit son smartphone dernier cri, un objet aussi froid et performant que lui. Il composa le numéro de sa propre résidence, s'attendant à entendre la voix d'Amina, prête à recevoir la nouvelle de manière rapide et impersonnelle. Il avait déjà préparé sa phrase, courte, directe, sans appel. Mais lorsque la communication établie, ce ne fut pas la voix d'une femme qu'il entendit, mais le souffle fragile et la parole hésitante d'une enfant. D'un ton sec et impatient, il demanda à parler à sa mère. Un court silence s'installa à l'autre bout du fil, un silence chargé d'une appréhension qu'il ne pouvait comprendre. Puis la petite voix, douce mais empreinte d'un désespoir qui transperça des décennies d'indifférence, prononça la phrase qui fit voler en éclats son armure. « S'il vous plaît, ne renvoyez pas ma maman, sinon on n'aura plus rien à manger. » Le monde d'Olivier s'arrêta. Les lumières de Paris se brouillèrent, le bourdonnement de la climatisation disparut. Le seul son qui existait encore était la respiration haletante de cette fillette inconnue. Un son qui emplissait le vide immense de son bureau et de sa vie. Incapable de formuler la moindre réponse, il resta muet, le téléphone collé à l'oreille, complètement déstabilisé. D'un geste mécanique, il mit fin à l'appel, laissant un silence assourdissant s'installer dans la pièce. La nuit fut une torture blanche, un long couloir sans fin où le sommeil refusait de venir. Les chiffres, les graphiques et les stratégies de fusion qui occupaient habituellement son esprit avaient été balayés par le souffle fragile d'une enfant. La voix d'Inès tournait en boucle dans sa tête, chaque syllabe chargée d'un poids qu'il n'avait pas ressenti depuis des décennies. « Sinon, on n'aura plus rien à manger !» Cette phrase, d'une simplicité brutale, avait fait voler en éclats les murs de sa forteresse. Il revoyait les lumières de Paris par la baie vitrée, non plus comme un trophée, mais comme un décor indécent face à la peur nue qu'il venait d'entendre. Pour la première fois, le silence de son bureau N était plus un signe de pouvoir, mais le symptôme d'un vide abyssal.
L'homme qui contrôlait un empire financier avait été mis à genoux par 7 mots prononcés par une inconnue. Des bribes de son propre passé, qu'il avait méticuleusement enfouies sous des couches de succès et de luxe, remontaient à la surface. Il se revit, petit garçon dans un appartement modeste de la banlieue lyonnaise, observant sa propre mère compter et recompter les quelques francs qu'il restait avant la fin du mois. Il se souvint de la peur sourde qui l'étreignait au dîner lorsque les portions diminuaient, de la honte qu'il ressentait en portant des vêtements usés. Il avait passé sa vie à fuir cette image, à construire une armure d'argent et de pouvoir pour ne plus jamais ressentir cette vulnérabilité. Mais la voix d'Inès l'avait ramené 40 ans en arrière, lui rappelant que derrière chaque employé, chaque ressource humaine, il y avait une vie, des peurs et des ventres à nourrir. La personne qu'il était devenu avait trahi le petit garçon qu'il avait été. Au lever du jour, une décision s'imposa à lui avec une clarté déconcertante, une impulsion qui allait à l'encontre de toute la logique qui avait guidé sa vie. Il attrapa son téléphone, non pas pour appeler son chauffeur, mais pour annuler sa première réunion, un rendez-vous crucial avec des investisseurs japonais. Son assistante, interloquée, n'obtint aucune explication. Ensuite, il accéda au dossier du personnel, une chose qu'il n'avait pas faite depuis des années, et récupéra l'adresse d'Amina. Une adresse à Montreuil. Un cynisme tenace tentait de le retenir, lui soufflant que était du sentimentalisme inutile, une perte de temps. Mais une autre voix, plus forte, plus ancienne, le poussait à y aller. Il devait voir le visage qui se cachait derrière cette voix qui avait percé son âme. Il prit les clés de sa berline allemande et descendit au parking souterrain. Le trajet fut un voyage à travers 2 mondes. Il quitta les avenues opulentes de Paris, les façades haussmanniennes immaculées et les boutiques de luxe, pour s'enfoncer dans le périphérique, puis dans la grisaille d'une banlieue qu'il ne connaissait qu'à travers les statistiques de ses études de marché. Chaque kilomètre le dépouillait un peu plus de son assurance. Le cuir de ses sièges, l'acoustique parfaite de l'habitacle, le silence feutré de sa voiture de luxe, tout lui semblait soudain absurde et déplacé. Il se sentait comme un imposteur, un touriste dans la vie réelle. C'est fou comme une seule phrase peut tout changer. Si ce genre d'histoire vous touche, n'hésitez pas à vous abonner pour que nous puissions continuer à en partager d'autres. Il se gara à quelques rues de l'adresse indiquée, le cœur battant d'une appréhension qu'il n'associait d'habitude qu'à des négociations de plusieurs milliards d'euros. L'immeuble était un bloc de béton des années 70, propre mais usé par le temps, dont la façade grise semblait absorber la lumière du matin. Les balcons étaient ornés de paraboles et de linge qui séchait, des tranches de vie exposées à la vue de tous. Rien à voir avec l'anonymat aseptisé de sa résidence privée. Il monta les escaliers. L'odeur de la cage d'escalier, un mélange de javel et de cuisine, lui rappelant encore une fois son enfance. Chaque pas résonnait comme une intrusion. Arrivé au 4e étage, il s'arrêta devant la porte, l'hésitation le paralysant un instant. Que venait-il faire ici, au juste? S'excuser? Offrir de l'argent? Chaque scénario lui paraissait maladroit, condescendant. Il prit une profonde inspiration et frappa doucement. Le son de ses articulations sur le bois lui paraissant anormalement fort dans le silence du couloir. La porte s'entr'ouvrit sur une femme d'une 40aine d'années, le visage fatigué, mais empreint d'une dignité farouche. Était Amina. En reconnaissant son employeur sur son paillasson, son expression passa de la surprise à une méfiance glaciale. Elle se raidit, s'attendant à recevoir le coup de grâce, l'humiliation finale d'un licenciement en personne. Derrière sa jambe, une petite fille se cachait à moitié, une tête aux cheveux noirs bouclés et 2 yeux immenses et curieux qui le fixaient. Était-elle, Inès. La voix avait désormais un visage qui ne montrait pas de désespoir, mais une gravité d'adulte, comme si elle comprenait parfaitement la tension de la situation. Olivier ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Le PDG, habitué à commander des centaines de personnes, était muet devant une mère et sa fille. Amina rompit le silence. Sa voix était calme, mais on y sentait une pointe d'acier. « Monsieur Dubois,
Que faites-vous ici ?» Il n'y avait aucune déférence dans son ton, seulement la question directe d'une femme qui n'avait plus rien à perdre. Olivier sentit le rouge lui monter aux joues. Il se sentait jugé, et pour la première fois, il savait qu'il méritait ce jugement. Il bafouilla une explication, parlant de l'appel de la veille, essayant de trouver les mots justes pour ne pas paraître menaçant ou paternaliste. Je voulais juste parler. Je ne suis pas venu pour ce que vous pensez. » Ces paroles flottaient maladroitement dans le petit vestibule de l'appartement qui sentait le propre et la soupe de légumes. Amina ne détendit pas sa posture, mais elle le laissa entrer, fermant la porte derrière lui, comme pour contenir cette étrange confrontation dans les limites de son foyer. Le salon était petit, meublé avec simplicité, mais impeccablement rangé. Chaque objet semblait avoir une histoire, contrairement à l'univers impersonnel d'Olivier. Inès ne le quittait pas des yeux, s'agrippant toujours à sa mère. Son regard haine n'était pas accusateur, mais profondément interrogateur, comme si elle cherchait à comprendre l'homme qui se tenait devant elle. Olivier se força à la regarder, à affronter ses yeux qui reflétaient une innocence qu'il pensait disparue du monde. En la regardant, on comprenait qu'il y avait des choses dans ce monde qui méritaient d'être protégées à tout prix. C'est pour raconter ces moments de vérité que votre soutien est si précieux, alors pensez à vous inscrire. Il vit en elle non seulement la source de son trouble, mais aussi une chance inespérée de rédemption. Votre fille, elle m'a appelé hier soir, commença-t-il, sa voix finalement plus assurée. Elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il marqua une pause, choisissant ses mots avec un soin qu'il ne réservait qu'aux contrats les plus délicats. Je n'avais pas réalisé. Je suis tellement pris par mon travail que j'en oublie l'essentiel. Amina le regardait, son expression toujours indéchiffrable. Elle ne l'aidait pas, le laissant se débattre avec sa propre conscience. C était son chemin à parcourir, seul. Je suis venu vous dire que votre emploi n'est pas menacé. C était une erreur de ma part, une décision stupide et déconnectée de la réalité. Je suis sincèrement désolé. Le mot « désolé » sonna étrange à ses propres oreilles. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il l'avait prononcé. Le mur de méfiance d'Amina commença enfin à se fissurer, laissant place à une immense lassitude. Elle invita Olivier à s'asseoir sur l'unique fauteuil du salon. Un geste qui n'était ni une invitation à la familiarité, ni un signe de pardon, mais simplement une reconnaissance que cette conversation devait avoir lieu. Elle lui parla alors de sa vie, sans se plaindre, mais avec la précision d'un constat. Elle lui raconta la maladie soudaine de son mari, décédé 2 ans plus tôt, les dettes qu'il avait laissées et sa lutte quotidienne pour qu'Inès ne manque de rien, surtout pas d'amour et d'un sentiment de sécurité. Elle travaillait sans relâche, acceptant tous les petits boulots en plus de son poste chez lui. Et le retard pour lequel il avait voulu la renvoyer était dû à un rendez-vous médical pour sa fille. Chaque mot d'Amina était un coup porté à l'arrogance d'Olivier. Il réalisait l'ampleur de son aveuglement, la violence de son indifférence. Il avait traité la vie de cette femme comme une simple ligne sur une feuille de dépenses, un rouage interchangeable dans sa grande machine. Pendant qu'il se plaignait de la lenteur de la connexion Wi-Fi dans son jet privé, elle se battait pour payer une consultation chez le médecin. La honte qu'il ressentait n'était plus une émotion abstraite, mais une brûlure physique. Il regarda à nouveau Inès, qui s'était un peu détendue et dessinait maintenant sur un carnet posé sur la table basse. Il ne voyait plus seulement une enfant, mais l'héritage d'un amour et d'un combat acharné, un petit miracle de résilience. Il savait que de simples excuses ne suffiraient pas. Les mots étaient vides s'ils n'étaient pas suivis d'actes. Il se redressa, son plan se formant dans son esprit avec une évidence limpide. « Amina, je ne veux pas seulement que vous gardiez votre travail. Je veux vous en offrir un meilleur. J'ai besoin de quelqu'un de confiance pour gérer tout le personnel de ma maison, une gouvernante. Le salaire sera bien plus conséquent et les horaires plus stables. » Amina le dévisagea stupéfaite, cherchant le piège. « Et pour Inès, continua-t-il, sa voix se chargeant d'une émotion sincère,
Je veux créer un fonds fiduciaire pour financer l'intégralité de ses études jusqu'à l'université de son choix. Ce n'était pas de la charité, mais une connexion, une réparation. Des récits comme celui-ci nous rappellent que notre humanité, et chaque nouvel abonné nous aide à continuer cette mission. Un silence total s'installa dans le petit salon, un silence rempli non plus de tension, mais de la possibilité vertigineuse d'un avenir différent. Les mots lui manquaient. Lui, l'homme qui pouvait tenir tête à des conseils d'administration entiers, qui maniaient les chiffres et les clauses contractuelles avec une aisance redoutable, se trouvait incapable de formuler une phrase cohérente. Debout dans ce petit salon, son costume à plusieurs milliers d'euros semblait crier son indécence face à la simplicité presque monacale du lieu. Chaque objet, du canapé usé mais propre au cadre photo sur la petite étagère, racontait une histoire d'amour et de sacrifice. Son regard quitta le visage méfiant d'Amina pour se poser sur Inès. Il plongea dans ses grands yeux, profonds et sans jugement, qui ne demandaient qu'à comprendre. Et dans ce regard d'enfant, il ne vit pas un reproche, mais le reflet insoutenable de sa propre vacuité. L'armure qu'il avait mis 40 ans à forger se fissura d'un coup, laissant entrer une lumière crue et douloureuse. Sa voix, habituellement si assurée qu'elle en devenait tranchante, se brisa légèrement lorsqu'il parla enfin. La voix de votre fille hier soir, elle m'a rappelé qui j'y étais, et je n'ai pas aimé la personne que je suis devenue. Ce N n'était plus un PDG qui parlait, mais un homme nu, dépouillé de tous ses artifices. Il avouait non pas une erreur de jugement, mais une faillite morale, un égarement qui avait duré des décennies. Il avait passé sa vie à construire un empire sur les fondations de sa propre peur, oubliant que la véritable force ne réside pas dans le contrôle, mais dans la connexion. C'est dans ces instants de pure vérité qu'on se redécouvre soi-même. Si ces récits de transformation vous parlent, songez à vous abonner pour nous aider à continuer de les mettre en lumière. Il sentit le poids de ses mensonges s'alléger, remplacé par une vulnérabilité qu'il accueillait pour la première fois sans crainte. Il se redressa, non pas avec l'arrogance du dirigeant, mais avec la résolution d'un homme qui vient de trouver une nouvelle direction, un nouveau but. Amina, je ne suis pas venu pour m'excuser avec des mots vides. Je suis venu pour réparer. Il la regarda droit dans les yeux, son ton devenant ferme, mais empreint d'une chaleur nouvelle. Je ne veux pas simplement que vous conserviez votre emploi. Je veux vous en offrir un autre. J'ai besoin d'une personne de confiance, d'une personne intègre pour gérer l'ensemble du personnel de ma maison. Une gouvernante. Avec un salaire qui vous mettra définitivement à l'abri du besoin et des horaires stables qui vous permettront de ne plus jamais avoir à courir. Le visage d'Amina passa de la méfiance à une stupéfaction totale. Elle cherchait le piège. La condition cachée, incapable de croire qu'un tel revirement soit possible. Mais ce N n'était pas tout. En regardant Inès, qui observait la scène avec une gravité silencieuse, il sentit une responsabilité qui transcendait le simple rapport employeur-employé. Il s'agissait de l'avenir. « Et pour votre fille » continua-t-il, sa voix s'adoucissant encore. « Pour Inès, je vais créer un fonds fiduciaire. Il couvrira l'intégralité de ses frais de scolarité, de maintenant jusqu'à l'université de son choix. Elle ne manquera jamais de rien pour son éducation. Elle aura toutes les chances que je n'ai pas eues. Ce N n'était pas de la charité condescendante. C était un investissement dans l'humanité. C était une dette qu'il payait à son propre passé, au petit garçon qu'il avait été et qu'il avait trahi en chemin. Il offrait à cet enfant la sécurité qu'il avait passé sa vie à chercher dans l'argent, réalisant enfin qu'elle se trouvait ailleurs. Le silence qui suivit était d'une densité extraordinaire, non plus chargé de tension, mais vibrant d'une possibilité inouïe. Pour la première fois depuis qu'il était entré, le masque de fierté d'Amina se fendit, et de grosses larmes silencieuses se mirent à couler sur ses joues. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de gratitude servile, mais des larmes de soulagement pur, celles d'une guerrière qui pouvait enfin déposer les armes. Le poids de plusieurs années de lutte venait de s'envoler. Inès
sentant le changement radical dans l'atmosphère, s'approcha timidement d'Olivier et lui tendit le carnet sur lequel elle dessinait. Sur la page, une maison maladroitement crayonnée, un grand soleil jaune et 3 personnages souriants se tenant par la main. Un dessin d'enfant qui, pour Olivier, valait plus que tous les contrats de sa carrière. Était le début de sa reconstruction. Les semaines qui suivirent ne furent pas un conte de fées, mais le début d'une reconstruction lente et méthodique. Olivier tint chacune de ses promesses avec la même rigueur qu'il appliquait autrefois à ses acquisitions financières. Le fonds pour éducation d'Inès fut la première chose qu'il mit en place, un acte notarié qui sécurisait son avenir de manière irrévocable. Amina, d'abord hésitante, accepta le poste de gouvernante et sa compétence naturelle pour l'organisation et sa dignité innée transformèrent rapidement la demeure froide d'Olivier en un lieu de vie chaleureux. Pour la première fois, il rentrait le soir non pas dans une maison, mais dans un foyer. Les clics de son clavier au bureau étaient désormais ponctués par les appels d'Inès, lui racontant sa journée d'école, des interruptions qu'il accueillait non plus comme des distractions, mais comme des bouffées d'oxygène dans un monde qu'il avait longtemps étouffé. Cette transformation ne se limita pas à sa sphère privée. L'onde de choc de sa rencontre avec Inès se propagea jusqu'au sommet de sa tour de la Défense. Ses cadres, habitués à sa poigne de fer et à son obsession pour la rentabilité, assistèrent, médusés, à des changements qu'ils n'auraient jamais cru possibles. Olivier lança la création d'une crèche d'entreprise, un projet qu'il avait toujours jugé trop coûteux et sentimental. Il instaura un programme de bourse d'études pour les enfants des salariés les plus modestes, financé personnellement. Il commença à connaître les noms des gens qui travaillaient pour lui, à s'enquérir de leur famille. L'homme qui ne voyait que des chiffres sur un bilan apprenait à voir les visages et les histoires derrière chaque employé. Son empire ne reposait plus seulement sur le pouvoir, mais commençait à s'ancrer dans une forme de respect mutuel. Les années passèrent, tissant un lien inattendu et profond entre ces 3 âmes que tout opposait. Olivier devint une figure paternelle pour Inès, l'aidant avec ses devoirs de mathématiques, l'encourageant dans ses passions et assistant à chaque spectacle de fin d'année, assis fièrement au premier rang aux côtés d'Amina. Il découvrit la joie simple d'une partie de cache-cache dans un parc, le goût d'un gâteau fait maison partagé dans la petite cuisine de Montreuil. Des moments de bonheur pur qui valaient infiniment plus que toutes ces transactions boursières. Amina, épanouie et sécurisée, retrouva le sourire et la légèreté que la vie lui avait volés. Ensemble, ils formaient une famille atypique, la preuve vivante que la rédemption n'est pas un mythe, mais un chemin que l'on choisit de parcourir. C'est pour partager ces preuves d'humanité que votre soutien est si essentiel. Chaque abonnement nous permet de continuer à trouver et raconter ces histoires. 10 ans plus tard, dans l'amphithéâtre bondé d'un grand lycée parisien, Olivier, les cheveux désormais grisonnants et le visage apaisé, regardait la scène avec une émotion intense. À côté de lui, Amina essuyait discrètement une larme. Sur l'estrade, Inès, devenue une jeune femme brillante et éloquente, prononçait le discours de remise des diplômes. Elle parla d'avenir, de courage et de l'importance de écouter les voix que personne n'entend. Son regard croisa celui d'Olivier dans la foule, un échange silencieux chargé de gratitude et d'amour. L'homme qui avait failli détruire son avenir était devenu son plus grand pilier. En sortant, son téléphone sonna. Était son assistante. Mais sa voix était plus sèche ni impatiente. Elle était douce, patiente, humaine. La voix d'un homme qui avait enfin compris que la plus grande richesse n'est pas de posséder le monde, mais d'appartenir à celui de quelqu'un.